Avant de passer à la nouvelle vidéo, je vous invite à découvrir quelques-unes des précédentes. Vous y trouverez sûrement quelque chose qui a pu vous échapper, mais qui mérite votre attention. Neville et Helen Anderson prenaient le petit déjeuner avec un groupe d'amis lorsque leur fils Stephen est entré dans la pièce et a avoué avoir maltraité un chat. Moins de 5 minutes plus tard, la moitié des personnes autour de la table couraient pour sauver leur vie, tandis que les autres étaient déjà mortes. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique des Charges. Plongeons dans cette affaire. Leur maison, située sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, se trouvait dans un endroit magnifique et isolé dans la petite ville de Roramu, entourée d'une dense forêt indigène. C'est précisément cette isolation qui avait poussé Neville et Helen à y construire leur maison, une sorte de refuge, un lieu où ils et leurs amis pouvaient s'éloigner du reste du monde pendant un moment. Pour ce séjour en particulier, ils avaient invité 3 couples proches, Raymond et Eve Spencer, Isabelle et Anthony McCarthy, ainsi que Gordon et Andrea Brander. Ils étaient également rejoints par leurs amis John Matthews, Michelle Churton et Stephen Hansen. Cependant, un invité inattendu était aussi présent. Stephen, le fils de 24 ans de Neville et Helen. Depuis sa jeunesse, Stephen avait montré des signes de maladie mentale grave. À l'âge de 22 ans, on lui avait diagnostiqué un trouble paranoïde. Ses parents étaient pleinement conscients de la gravité de son état. Bien qu'il ait suivi un traitement, Stephen n'était toujours pas psychologiquement stable. Lorsque Neville et Helen planifièrent leur escapade du week-end, ils discutèrent de l'état de Stephen et convinrent qu'ils ne se sentaient pas à l'aise de le laisser seul à la maison. Ils décidèrent donc de l'emmener avec eux, espérant que le changement d'environnement pourrait lui faire du bien. 3 jours avant que Stephen ne perde le contrôle, il avait été aperçu en train de nettoyer un vieux fusil de chasse à double canon, habituellement conservé dans une ancienne boîte à violon. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il faisait avec l'arme, il répondit « Ils me poursuivent ». Bien que ses parents aient voulu l'aider, sa présence commença à perturber la dynamique du groupe. La situation devint particulièrement inquiétante le matin du 8 février, lorsque les symptômes de sa schizophrénie semblèrent s'aggraver. Stephen entra dans la pièce où tout le monde s'apprêtait à prendre le petit déjeuner et, à la stupeur de ses parents et de leurs amis, annonça qu'il avait eu des relations sexuelles avec un chat et un chien. Il s'éloigna ensuite, mais revint peu après, armé du fusil de chasse. Neville n'en crut pas ses yeux. Il se leva brusquement de sa chaise et tenta de lui prendre l'arme, lui demandant ce qu'il faisait. Mais Stephen n'hésita pas. Il tira et tua son père sur le coup. Neville s'effondra au sol, semant la panique dans la pièce. Les invités essayèrent de fuir la salle à manger, mais Stephen continua de tirer. Il blessa Andrea et John avant qu'ils n'aient pu sortir. Stephen Hansen réussit à atteindre le téléphone et appela la police, mais il était déjà trop tard. Au bout du fil, l'opérateur entendit des supplications, des coups de feu, puis plus rien. Les Spencer, Isabelle et Anthony McCarthy, ainsi que Raymond, tentèrent de se cacher en se jetant dans des buissons proches. Stephen tira sur Raymond en plein visage, mais la blessure ne fut pas mortelle. Lui et Eve restèrent couchés, feignant la mort, espérant que Stephen ne les remarquerait pas. Les tirs se poursuivirent, accompagnés de cris d'horreur. Isabelle, essayant de rester silencieuse, mordit son t-shirt pour étouffer ses sons. Mais elle n'eut pas cette chance, une balle l'atteignit dans le dos, la plongeant dans l'inconscience. Le coup suivant fut fatal. À ce moment-là, Stephen avait déjà tué ou perdu de vue toutes les personnes présentes dans la maison familiale. Mais il ne s'arrêta pas là. Son fusil toujours chargé, il quitta la propriété en direction de la maison la plus proche. Les voisins les plus proches des Anderson étaient Hank et Helena Vander. Ils vivaient là depuis près de 15 ans, après avoir quitté la ville pour se rapprocher de la nature. Ils habitaient avec leur fils Rod, son épouse Kim, et leurs 2 jeunes enfants, Troy et Becky.
Ce matin-là, la météo était favorable et la famille prévoyait une excursion au lac Taupo situé à proximité. Kim préparait les enfants. Elena s'occupait du petit déjeuner, tandis que Rod chargeait la voiture à l'extérieur. Ils avaient entendu des coups de feu au loin, mais n'y avaient pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait de chasseurs dans la forêt. Quelques minutes plus tard, Ellen Anderson parvint à franchir la clôture et entra précipitamment dans leur cour. Rod l'observa, stupéfait, alors qu'elle s'approchait. Ellen était en état de panique totale, mais réussit à articuler qu'il y avait eu une fusillade et que plusieurs personnes avaient été tuées, dont son mari. Elle mentionna qu'ils avaient vu plusieurs corps et un couple gravement blessé, tentant de s'échapper. Cela fut suffisant pour qu'ils réalisent que la situation était extrêmement grave. Hank décida de se rendre à la propriété des Anderson, mais ordonna à son fils Rod de retourner immédiatement à la maison pour appeler la police. Il demanda à sa mère et à Ellen de prendre les enfants, de monter dans la voiture et de partir se mettre en sécurité. Malgré le danger, son épouse Kim courut vers la maison des Anderson, tandis qu'Ellen tentait d'aider son père. Les enfants étaient déjà installés à l'arrière du véhicule. Rod prit son fusil, espérant pouvoir arrêter l'assaillant par lui-même. Alors qu'il s'installait au volant pour manœuvrer la voiture, il entendit de nouveaux coups de feu à proximité. Soudain, les tirs cessèrent, et Rod vit Stephen Anderson escalader la clôture, séparant les deux propriétés, toujours armés. Stephen était désormais assez proche pour forcer Rod à agir rapidement. L'accès à la maison des Vander était étroit et en pente, ce qui rendait impossible une simple manœuvre pour rejoindre la route. Il envisagea de passer par la porte arrière de la propriété, mais celle-ci était toujours fermée à clé. Pour l'ouvrir, il aurait dû quitter le véhicule et s'exposer au danger. Tenant son fusil pointé sur Stephen, Rod utilisa la carrosserie du véhicule comme couverture, espérant qu'elle le protégerait si les tirs reprenaient. Il cria plusieurs fois à Stephen de s'arrêter et de poser son arme, mais Stephen continua à s'approcher, puis soudain, il tira un coup de feu en direction de Rod, le touchant en plein visage. La blessure ne fut heureusement pas mortelle. Sous l'effet de l'adrénaline, Rod resta conscient. Il perdit la vue de l'œil droit, mais pouvait encore distinguer vaguement avec le gauche. En quelques secondes, il élabora un plan, attirer Stephen loin de sa famille pour leur permettre de s'enfuir. Le visage en sang, Rod se mit à courir. En se retournant, il vit que Stephen le poursuivait. Son plan semblait fonctionner. Il parvint à traverser les feuillages et sauta par-dessus une clôture. Mais sa blessure commençait à le faire faiblir. Plus tard, il déclara « Je pensais vraiment que j'allais mourir. Je voulais juste l'éloigner de la voiture. » Pendant que Rod détournait l'attention de Stephen, son père Hank et son épouse Kim atteignirent la route et tentèrent d'arrêter les véhicules qui passaient. Finalement, un camion transportant du bois s'arrêta pour leur venir en aide. Stephen avait cessé de poursuivre Rod, mais Hank et Kim n'en étaient pas conscients. Alors qu'ils s'approchèrent de la route, Stephen réapparut soudainement et tira sur Hank, le confondant avec Rod. Hank fut touché à la tête. Cette fois, la blessure fut fatale. Alors que Hank s'effondrait au sol, Stephen braqua son arme sur Kim. Après un moment d'hésitation, il abaissa finalement son fusil et prit la fuite. Stephen disparut dans la forêt, laissant derrière lui le cadavre de son père. Il traversa une dense végétation et grimpa jusqu'au Roar Moose Spiral, une voie ferrée sinueuse qui contournait une colline voisine. Épuisé, il finit par s'effondrer sur le sol. Un autre voisin des Anderson, Colin Parker, arriva sur les lieux peu de temps après que Hank eût été blessé. Colin et Hank étaient amis de longue date. En arrivant sur la route, Colin ne comprit pas immédiatement ce qui se passait. Il raconta plus tard « En approchant, j'ai vu Hank allongé sur la route. J'ai d'abord cru qu'il avait été renversé par une voiture. Il s'approcha de Hank pour l'aider, mais il était déjà trop tard. Il comprit alors que quelque chose de grave s'était produit. Bien que grièvement blessé,
Hank était encore en vie, mais il était évident qu'il ne survivrait pas. Colin prit Hank dans ses bras et le tint jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Entre-temps, un autre automobiliste, Paul, vit Hank et s'arrêta. En constatant l'ampleur des blessures, il déclara que Colin n'aurait de toute façon rien pu faire, ajoutant « Même si cela s'était produit devant un hôpital, il n'aurait pas pu être sauvé. » Un autre habitant local, Alan Henderson, arriva peu après, ayant entendu dire qu'un drame s'était produit. Bien qu'il n'ait pu aider Hank, il comprit rapidement ce qui s'était passé. Conscient de sa situation, Hank lui demanda de partir et de protéger son fils de l'horreur à laquelle il venait d'assister. Alan obéit et s'éloigna rapidement. Peu après, des hélicoptères de police commencèrent à survoler la zone, tandis que des agents lourdement armés progressaient à pied à travers la forêt pour tenter de localiser Stephen. La route fut fermée, obligeant Colin et les autres habitants à rebrousser chemin. 1h30 s'écoula avant qu'elle ne soit de nouveau accessible. Dans l'un des hélicoptères se trouvait un policier local, Derek Webb. En survolant la propriété des Anderson, Derek repéra un mouvement et demanda au pilote de descendre plus bas pour avoir une meilleure vue. Ils remarquèrent une personne courant à travers la forêt, complètement nue, sans arme visible. L'agent Webb tenta de lui ordonner de s'arrêter, mais Stephen continua de courir. L'hélicoptère descendit encore, et cette fois, Webb pointa son fusil vers Stephen. En apercevant l'arme, Stephen laissa tomber immédiatement son propre fusil au sol. Webb descendit de l'hélicoptère, et au même moment les forces spéciales arrivèrent, menottèrent Stephen et l'embarquèrent dans l'hélicoptère avec l'agent Webb. Un tel massacre était presque inédit en Nouvelle-Zélande. L'agent Webb était déjà sous le choc, état qui s'aggrava lorsqu'il réalisa qu'il passerait tout le vol à tenter de réconforter un tireur désorienté. Stephen pleurait et répétait que on lui avait dit qu'il n'existait pas, qu'il était en sécurité. Après l'atterrissage à la gendarmerie de Tomarunui, Webb mena l'interrogatoire initial avec Stephen. Il lui demanda « As-tu tiré sur quelqu'un » Stephen répondit sans hésitation que oui. Mais lorsqu'on lui demanda sur qui exactement il avait tiré, il affirma ne pas s'en souvenir. L'agent tenta une autre approche. « Qui a été le premier » Stephen répondit « Le chien », puis ajouta « Je pense que le premier c'était mon père. Il était déguisé en chien. » Lorsque Webb lui demanda de clarifier, Stephen déclara que le chien était « Dieu écrit à l'envers », puis ajouta « J'ai tiré sur mon père parce qu'il était un chien. » La police savait que Stephen avait tiré sur plusieurs personnes, mais ignorait encore combien de victimes il y avait, ni où se trouvaient tous les corps. Ils décidèrent alors de ramener Stephen à la maison des Anderson ce même jour, dans l'espoir qu'il puisse les aider à retrouver des preuves clés. Stephen coopéra sans résistance. Il montra à la police les corps de ses victimes et indiqua où se trouvaient leurs vêtements jetés. Pendant ce temps, Rod van der Wettering était toujours allongé à l'endroit où il s'était effondré. La police le retrouva et le transporta à l'hôpital. Lorsqu'il retrouva son épouse, le soulagement de le savoir en vie fut de courte durée. On lui annonça que son père, Hank, avait été tué. Même aujourd'hui, Rod van der Wettering vit avec le poids des questions. Aurait-il pu faire davantage? Il se demande souvent si tout aurait été différent s'il avait tiré immédiatement sur Stephen. Si je l'avais fait, mon père serait peut-être encore en vie. Je sais que j'ai tout donné, j'ai sauvé mes enfants, ma mère, mais au fond de mon esprit, il y a toujours mon père. J'ai l'impression de ne pas en avoir fait assez. Même si je sais que je ne devrais pas penser ainsi, je n'arrive pas à le chasser. La fusillade a laissé de profondes cicatrices psychologiques, tant pour Rod que pour Kim. Dans une interview, Rod a déclaré « J'y pense encore chaque jour. Malheureusement, ma vie a perdu tout éclat. Rien ne m'enthousiasme plus. Les jours se suivent sans saveur. » Kim, quant à elle, a eu besoin de 2 années de thérapie pour pouvoir fonctionner normalement après ces événements.
Voici comment elle décrit ses souvenirs du massacre. « Je me souviens de chaque seconde, chaque minute, chaque détail, chaque son, chaque odeur, chaque peur, du sentiment d'être confronté au mal sans pouvoir fuir, de voir quelqu'un tirer sur ton mari et tes enfants. » Pour ses parents de 2 jeunes enfants, Kim et Rod, cette tragédie a changé leur vie à jamais. Ils portèrent le deuil de la mort de Hank, mais aussi le traumatisme du massacre, tout en essayant de maintenir une certaine stabilité pour Troy et Becky. Ils savaient désormais à quel point la vie pouvait basculer en un instant, combien il était facile de perdre un enfant ou un proche dans un acte de violence. Je ne m'assois plus dans un restaurant sans savoir où sont les sorties. J'ai toujours un plan d'évacuation, même inconsciemment. Pour tourner la page, Rod et Kim ont déménagé à l'étranger accompagnés de la mère de Rod, Elena. Depuis la mort de son mari, Elena n'a jamais parlé publiquement des événements de ce jour. L'un des aspects les plus douloureux pour les survivants fut de devoir vivre avec l'idée que ce drame aurait pu être évité si l'arme avait été retirée à Stephen plus tôt. Certains accusent le système d'avoir mal géré sa santé mentale. Kim et Rod Van Der Wettering ont publiquement déclaré qu'ils pardonnaient à Stephen, mais qu'ils ne voulaient plus aucun contact avec lui. Kim s'est adressé directement à Stephen. « Je te pardonne, mais tu ne fais plus partie de nos vies. Tu n'as plus aucun pouvoir sur nous, et ne t'approche jamais de ma famille, car cette fois le résultat serait tout autre. » Lors du procès, Stephen Anderson a été déclaré non coupable de toutes les accusations portées contre lui, soit 8 chefs de tentative de meurtre, 6 chefs de meurtre et un chef de possession illégale d'armes à feu. En 2009, il lui a été permis à un moment donné de quitter l'établissement pour rendre visite à sa famille, dans le cadre d'un programme de réhabilitation. Cette même année, Stephen a été officiellement reconnu irresponsable pénalement et transféré en soins résidentiels, avec l'autorisation de vivre librement dans la communauté, à condition d'être sous surveillance continue et de recevoir un suivi psychiatrique régulier. Depuis l'établissement où il était soigné, il a publié un recueil de poésie. Il s'est brièvement associé à un institut poétique et a collaboré un temps avec la plateforme Synstitutique. Il a été ensuite libéré de l'hôpital de Carré et a commencé à travailler comme professeur d'art plastique. Il a également ouvert une boutique en ligne de bijoux artisanaux. De façon troublante, certains de ces bijoux étaient fabriqués à partir de douilles de balles. Il a obtenu ce poste de professeur sans que son passé criminel ne soit découvert. Lorsque l'école d'art a appris que son nouvel enseignant était en réalité un tueur de masse, Stephen a été licencié. C'était en 2014. Ce qui s'est réellement passé dans son esprit durant le massacre reste un mystère. Voici certains de ses propres propos. « Je me sentais complètement seul. J'avais le sentiment que tout reposait sur moi, que je devais sauver le monde. Ça paraît fou, mais je ne pensais pas avoir le choix. Je croyais que si je ne le faisais pas, le monde s'effondrerait. Même si j'aimais mon père, il était le premier sur la liste des personnes que je croyais devoir neutraliser. Ce matin-là, j'avais fait une liste des choses à faire. Je pensais leur donner une chance, prendre la bonne décision. Mais j'ai interprété leur réaction comme une confirmation de ce que je pensais déjà d'eux. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris le fusil. Mon père a immédiatement compris la gravité de la situation. Il s'est levé de sa chaise pour intervenir. Ensuite, ce fut le chaos. Certains ont pu fuir, d'autres non. Dans l'esprit de Stephen Anderson, les personnes qu'il a tuées et celles qu'il a épargnées ne recevront probablement jamais d'explication claire. Pour la majorité d'entre elles, il restera à jamais un